Rebonjour à tous. On est parti pour la dernière partie de cette journée de masterclass avant de vous donner rendez-vous pour demain. Je suis en présence du commandant Géraud de l'état-major des armées, pôle prospective et stratégie militaire. Il va donc vous parler de la manière dont les travaux de la Red Team sont utilisés pour les forces armées. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, comme le hackathon, il est quand même au profit du ministère des Armées. On a mis quelqu'un en uniforme devant vous pour voilà, donner un petit peu de perspective. Je vais vous parler de quelque chose dont vous avez, j'espère, déjà entendu parler. Vous allez me le dire. Je vais vous parler de la Red Team. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette initiative ou est-ce que c'est totalement inconnu pour vous? Inconnu. Bon, donc il va falloir qu'on s'améliore en com. Je le retiens. Moi, je ne fais pas partie de la Red Team, je fais partie de la Blue Team. Mais je vais vous expliquer ce qu'est la Red Team, ce qu'est la Blue Team aussi, et en quoi cette initiative a un lien avec le Energy Data Hack. Alors, le lien, il est dans le fait de chercher des vulnérabilités. Ce qu'on vous demande en travaillant sur les données énergétiques du ministère des Armées, c'est finalement de faire parler ces données, de savoir si elles révèlent quelque chose de nous, si elles peuvent présenter des failles ou des vulnérabilités qu'un adversaire pourrait exploiter à contre nous. Et bien, la Red Team, c'est un petit peu le même esprit, la même démarche. C'est d'être capable de s'interroger sur nos organisations, sur notre modèle d'armée, sur la façon dont nous envisageons de faire la guerre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans et jusqu'à dans 60 ans, pour essayer de se mettre dans la peau de notre ennemi et de se dire qu'est-ce qui, à ces échéances-là, pourrait permettre de vaincre les armées françaises. Et alors, pour le faire, il y a plein de méthodes. Et une méthode classique, c'est le wargame. On désigne parmi nous des gens qui sont des bleus, les gentils, des gens qui sont les rouges, les méchants. Et puis, on fait travailler sur un scénario, les bleus contre les rouges. Et puis, on regarde ce que ça donne. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est un petit peu endogame. C'est-à-dire que si nos adversaires sont issus de nos rangs, déjà, ils nous connaissent par cœur, donc ils connaissent un peu nos vulnérabilités, mais nous, on connaît par cœur les vulnérabilités qu'ils connaissent. Et donc, finalement, tout ça se mord un peu la queue. Donc, l'idée qui est originale, c'est de se dire, et si on prenait des gens qui n'ont rien à voir avec le ministère des Armées et des gens qui ont de l'imagination? Alors, on ne va pas aller chercher des gens de nations étrangères que l'on pourrait considérer comme des adversaires potentiels ou des compétiteurs potentiels, parce que vous voyez bien que c'est un peu sensible. Par contre, on va aller chercher des auteurs de science-fiction qui sont totalement libres vis-à-vis de l'état-major des armées, qui sont qui ont leur propre façon de voir les choses et qui n'ont pas de compte à rendre dans leur notation, dans leur rémunération, et qui donc finalement peuvent dire ce qu'ils veulent. Et on va leur dire, ben voilà, qu'est-ce que vous feriez pour challenger les armées françaises dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Montrez-nous nos failles. Et c'est ça, la Red Team, c'est ça ce qui est original, c'est d'aller chercher des auteurs de science-fiction en lui disant, soyez imaginatifs, mettez votre imagination au profit en disant, comment est-ce que vous imaginez la guerre dans une échéance assez lointaine? Ce qu'on attend de ces auteurs, c'est de l'imagination, c'est de l'interdisciplinarité, et puis c'est une certaine forme de liberté de ton. Voilà. Alors, si on met des auteurs de science-fiction comme ça, ils vont produire des bouquins de science-fiction, il y en a plein à les bibliothèques, mais ça ne va pas forcément intéresser l'état-major des armées. Donc, pour faire coller l'imagination fertile des auteurs avec ce qu'attend l'état-major des armées, il y a une Blue Team. Et je fais partie de la Blue Team, je coordonne cette Blue Team pour l'état-major des armées et puis un certain nombre de services qui sont sous les ordres du chef d'état-major des armées. L'idée, c'est de se réunir Blue Team et Red Team en début d'année et de se dire, voilà, quels sont les thèmes sur lesquels nous pourrions travailler. Donc, nous définissons ensemble des thèmes qui sont des questions assez génériques, qui sont pas du tout des choses très tactiques ou qui sont très incarnées. Un des thèmes, ça va être une contrainte et ça casse. Voilà. Trouvez-nous une contrainte, une petite contrainte
qui va avoir, par effet boule de neige, par des mécanismes qu'on n'aurait pas prévus, des conséquences majeures. Voilà, c'est ça un thème. On les fait travailler sur ce genre de thème et après, on les laisse libres de décliner ces thèmes en scénarios. Donc, autour d'un thème, on va souvent décliner 2 scénarios. Ça se fait par saison. On en est à la saison 2 actuellement. Il y a eu une saison 0 pardon, qui était un peu expérimentale autour des nouvelles formes de piraterie. Une saison 1 qui a travaillé 2 thèmes. Et puis, on est actuellement sur la saison 2. Ces saisons, elles durent 8 mois. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est assez long, qui nécessite de la maturation. Et une fois que les thèmes sont fixés, la Red Team élabore des scénarios et à plusieurs moments, on vient travailler ensemble, Blue Team, donc des gens du ministère des Armées, majoritairement des militaires, Red Team, des auteurs de science-fiction. Ils nous présentent leurs scénarios et nous, on leur dit « c'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais ». Ou on leur dit « ah tiens, ça, on n'y avait pas pensé, effectivement, ça peut nous faire mal ». Voilà. Et par ce processus, finalement, on affine avec eux les points de vulnérabilité qu'ils nous révèlent et sur lesquels on leur demande de travailler. Et puis, on se revoit 2 mois, 3 mois après et on refait le point. Et au bout de 8 mois, on arrive à des scénarios qui sont des scénarios assez aboutis que, si vous avez la curiosité, vous pourrez trouver soit sur Internet en tapant Red Team, ça doit être redteam.org, le site, soit, si vous êtes un peu plus littéraire, en allant en librairie, puisqu'il y a des ouvrages qui ont été publiés et qui reprennent de manière un petit peu édulcorée parce que, évidemment, grand public, les travaux qui, eux, sont faits sous le sceau de la confidentialité. Alors, c'est assez intéressant. On a, depuis la création de la Red Team, travaillé beaucoup de domaines. Je vais vous en donner des exemples pour illustrer un petit peu. On a abordé des sujets un peu techno, comme l'hypervélocité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'hypervélocité? Non pas à court terme, mais à long terme. Pourquoi on ne les fait pas travailler à court terme? Tout simplement parce que les gens qui travaillent, je dirais à échéance de 10 ans dans les armées, il y en a plein. On travaille avec la Délégation générale pour l'armement, on travaille avec la Direction générale pour les relations internationales et la stratégie, et des prospectivistes au sein du ministère, il y en a beaucoup, et on n'a pas besoin de la Red Team pour savoir ce qu'on va faire dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Par contre, quand on travaille à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, dans un monde qui est de plus en plus changeant, où être capable de prédire l'avenir sur 2 ans, c'est déjà impossible. Alors sur 20 ans ou 30 ans, c'est complètement illusoire. Et c'est là où la Red Team est intéressante parce qu'elle peut nous mettre les doigts sur des cônes de vraisemblance pour balayer non pas le futur qui adviendra. Je suis sûr que ce que la Red Team a écrit dans ses scénarios, ce n'est pas ce qui nous arrivera. Par contre, par analogie, on pourra en tirer un certain nombre de choses. Je reviens sur l'hypervélocité. On a travaillé sur l'hypervélocité. Aujourd'hui, la DGA travaille sur les armes hypervéloces. Vous savez que la France développe des missiles hypervéloces, mais on a des compétiteurs qui ont déjà en parc des missiles hypervéloces. Et vous n'avez qu'à regarder l'actualité, il y a des missiles hypervéloces qui ont été tirés par les Russes au-dessus de l'Ukraine. Donc c'est une réalité aujourd'hui, mais développer ça et l'imaginer à très long terme, c'est assez intéressant parce qu'on est arrivé à des résultats du type, eh bien, dans le combat de l'épée contre le bouclier, aujourd'hui, clairement, l'hypervélocité est un avantage à l'épée. Et il est très difficile de développer un bouclier qui soit efficace contre des armes hypervéloces. Simplement, on voit des pistes technologiques qui permettront dans l'avenir de répondre à cette menace hypervéloce. Et alors, on en arrivera plutôt, on imagine, à quelque chose qui sera au contraire un avantage pour la cuirasse, mais avec des contraintes qui seront très fortes, du type des contraintes logistiques, du type des contraintes énergétiques, parce que pour avoir une cuirasse qui soit efficace contre des missiles hypervéloces, il faut avoir des capteurs qui soient capables très tôt de détecter les missiles, les trajectoires, qui soient capables de calculer les trajectoires possibles pour pouvoir agir contre ce missile au bon endroit, au bon moment, et tout ça en allant très vite. Et donc, on voit bien qu'avec des technologies big data, du numérique, de l'IA, de tout ce que vous voulez,
dans un futur envisageable, on se dit que oui, l'hypervélocité ne sera pas une arme invaincue, on trouvera les parades. Mais ces parades, elles passeront par des systèmes qui seront assez lourds en matière de capteurs et donc en matière d'énergie et donc en matière de logistique. Un autre exemple de ce que peut produire la Red Team, lors de la première saison, nous avons travaillé sur les nouvelles formes de piraterie. Et on a imaginé une piraterie qui se passerait dans une espèce de dégénérescence d'État, de communauté finalement, qui ne reconnaîtrait plus l'appartenance à un État et qui viendrait s'établir en frange littorale dans des espèces de zones un peu lacustres où on ne sait plus trop si c'est la terre, la mer, et pour renforcer un petit peu ça, qui finalement s'établirait sur des cités construites sur la mer à partir de barges qui se relient entre elles ou pas, avec toutes les questions de production d'énergie, toutes les questions de production alimentaire, etc., que ça pose. Et une des réflexions qui était intéressante, c'est oui, mais les armées françaises, si dans 30 ans, on doit agir contre ces espèces de cités lacustres qui aujourd'hui n'existent pas vraiment, comment est-ce qu'on fait? On voit bien que l'arme aérienne, pour agir en ville, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on ne tire pas des missiles en pleine ville. On voit bien que l'arme de type armée de terre, c'est un peu compliqué parce que je vous mets au défi de mettre un char Leclerc sur des barges qui sont en mouvement. On voit bien que le fantassin, ce n'est pas non plus forcément le meilleur truc. Le bateau, c'est très bien, mais si tout ça, c'est sur des fonds qui ont moins de 3 mètres, ce n'est pas forcément hyper efficace. Et puis, face à des cités lacustres qui seraient comme ça assez mouvantes, on voit bien que le bateau n'est pas non plus forcément le meilleur vecteur pour intervenir dans ce genre d'univers. Donc, voilà, la Red Team, elle nous met ça sur la table en disant, bah, tiens, voilà, j'imagine une ville du futur comme ça. À vous, armée française, d'imaginer les systèmes dont vous aurez besoin pour intervenir là-dedans. Donc, le travail est en cours. Je n'ai pas de révélation à vous faire sur comment on ferait, mais en tout cas, on y réfléchit. Voilà. Est-ce que ça passe par développer des drones maritimes? Est-ce que ça passe par des drones aériens? Est-ce que ça passe par des nouvelles formations de plongeurs? Bon, on peut imaginer beaucoup de choses, et c'est assez intéressant d'ailleurs de les développer, mais on voit bien cet esprit Red Team qui nous met un nouveau problème sur la table et puis qui demande à la Blue Team d'y répondre. Alors, quand je dis qui demande à la Blue Team, ce n'est pas tout à fait ça, parce que la Blue Team, elle fait ce qu'elle veut. La Red Team, elle est là pour mettre sur la table des défis. Et puis après, c'est au ministère des Armées, et ça, on le fait sans la Red Team, de se saisir de ces défis et de considérer soit que non, finalement, ça ne nous intéresse pas, on n'y croit pas, ou on pense que ce n'est pas la menace la plus probable ou la plus dangereuse, et donc on ne s'y intéresse pas, ou inversement, de se laisser challenger par ces défis et de se dire, OK, ça, c'est une vraie question, ça mérite qu'on y passe du temps, de l'argent, et qu'on investisse dessus pour apporter des réponses. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un des résultats intéressants qu'on a eu avec la Red Team, c'est que quand on a mis au point cette nouvelle façon de faire de la prospective, on imaginait avant tout des pistes sur le plan technologique. On se disait, tiens, est-ce que ce n'est pas une façon d'aller rechercher des technologies émergentes qu'on n'aurait pas forcément dans notre scope radar et sur lesquelles il serait intéressant que les armées investissent. Et les résultats les plus tangibles et les plus probants qu'on a eus, ce n'est pas tellement sur l'aspect technologique, même s'il y a quelques points qui peuvent être intéressants, mais c'est plutôt sur qu'est-ce que ça veut dire être combattant dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle formation faut-il donner à ce combattant? Comment est-ce que dans 20 ans, je vais pouvoir maintenir une confiance dans le commandement alors que le deepfake va, par exemple, modifier complètement la perception de l'environnement du soldat en opération? Qu'est-ce que ça veut dire sur commander des soldats qui seront soumis à plein d'infox
plein d'informations contradictoires? Comment je renforce leur formation éthique? Est-ce que je suis en mesure de détecter en temps réel l'état psychologique du soldat? Est-ce que ça nécessite que le service de santé des armées se plonge dans une question de monitoring en temps réel de l'état de santé des soldats? Voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions que la Red Team soulève et sur lesquelles les armées travaillent actuellement. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Bonjour mon commandant. Ça marche. Vous aviez indiqué que chaque année, donc vous établissez les thèmes à discuter avec donc la Red Team et qu'ensuite sont déclinés en scénarios. Est-ce que dans ces scénarios-là, les enjeux énergétiques sont largement intégrés et discutés par la Red Team donc... Alors, merci de cette question qui nous ramène effectivement au sujet de l'énergie d'attaque. Les 2 premières saisons n'ont pas spécifiquement abordé la question de l'énergie, même si le sujet qu'on a fait sur l'hypervélocité a assez vite abouti à des conclusions en matière d'énergie, parce que, je vous l'ai dit, penser un système de bulles et de capteurs qui permettent de répondre aux défis de l'hypervélocité nécessitera nécessairement des énergies importantes. Mais bien conscient que les enjeux énergétiques sont vraiment devant nous et que le pétrole n'est pas éternel, et pourtant pour les armées qui, par nécessité, doivent se déplacer, aujourd'hui, les énergies alternatives au pétrole ne sont pas forcément évidentes à trouver. C'est un thème sur lequel on a demandé à la Red Team de travailler. Donc, c'est le thème de cette année, avec un autre thème qui concerne plutôt la militarisation du vivant. Mais donc, le problème de l'énergie, de la sobriété est le thème de cette année. Alors, je ne vais pas vous donner les résultats de l'étude puisque les scénarios sont en cours de développement. Ils n'ont pas encore été présentés au ministère. Mais on voit bien que cette question de l'énergie et de la sobriété, elle est cruciale pour nous parce qu'elle met en lumière un paradoxe. Ce paradoxe, il est le fait que si j'ai des armées qui sont moins gourmandes en énergie que celles de mes adversaires, c'est clairement un facteur de supériorité opérationnelle pour moi. Parce que moins d'énergie veut dire, a priori, une autonomie plus grande avec la même quantité d'énergie. Ça veut dire des contraintes logistiques moindres, parce que acheminer l'énergie sur les théâtres d'opération, c'est un vrai défi, ça l'a toujours été. Je vous ramène à la Seconde Guerre mondiale et au convoi de Mourmansk et autres. Et inversement, si on se dit on va nous développer une armée avec une sobriété énergétique plus grande que celle de nos adversaires, le risque est important que, ce faisant, on soit moins fort en matière de capacité opérationnelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je dis, OK, à échéance de 20 ans, 30 ans, je remplace tous mes chars qui sont aujourd'hui, qui fonctionnent avec du gazole, par des véhicules hybrides, c'est très bien. Sauf que faire le plein de gazole aujourd'hui sur un char Leclerc, allez, je pense qu'en un quart d'heure, je l'ai fait. Si demain j'ai des véhicules hybrides, admettons qu'ils aient les mêmes performances en termes de vitesse, en termes d'autonomie, etc., est-ce que je suis capable de trouver sur mes théâtres d'opération, au Mali, en Centre-Europe, je ne sais où, dans le Grand Nord, des capacités à charger une batterie pour un char qui le charge en 15 minutes? Voilà. Et donc là, je vous retourne la question, est-ce que dans nos consommations énergétiques, vous allez trouver la martingale qui permettra de le faire? Ce serait super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Oui, parmi les scénarios qui ont été retenus par le MINARM, puisque je sais que le bouquin, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il y en a qui sont publiables évidemment au grand public. Et par contre, il y a toute une liste qui a été retenue en interne chez nous. Est-ce que cela serait consultable par les gens du MINARM, interne au MINARM? Si vous avez les habilitations adaptées, oui, c'est consultable. La seule chose, c'est que les scénarios grand public et les scénarios MINARM, en fait, ne sont pas en nombre différent. Il y a quelques scénarios spécifiques au MINARM, mais finalement, ils sont assez peu nombreux. Et la plupart des travaux de la Red Team sont publiés. La seule chose qui différencie, c'est qu'évidemment, on édulcore les scénarios grand public de données qui soit révéleraient de manière trop importante des vulnérabilités du ministère ou des armées, soit qui désigneraient de manière trop spécifique un adversaire où évidemment on ne désigne pas publiquement des adversaires. Voilà. Mais oui, si vous avez les habilitations, vous pouvez vous adresser à l'AID et elle pourra vous transférer les scénarios internes au ministère des Armées. Petite question subsidiaire, est-ce que ça pourrait pas être le thème d'une recherche en interne par un groupe dédié de scénarios type Wargames, ou même de consulter l'ANSSI ou travailler avec le ComCyber main dans la main pour justement réfléchir à des parades ou à d'autres types de contre-attaques? Vous posez une question intéressante, c'est les scénarios de la Red Team, c'est très bien, c'est le défi que la Red Team nous pose. Mais toute la question, c'est la réponse à ce défi. La réponse à ce défi, elle est double. La première chose, c'est que, et ça c'est le travail de la Blue Team à laquelle j'appartiens, c'est de prendre les scénarios et de les décortiquer pour mettre à plat les menaces qu'ils révèlent. Et donc, à partir de ces scénarios, on en déduit des dossiers de menaces et ensuite l'état-major des armées transmet ça à tous les organismes qui préparent l'avenir au ministère, que ce soit la DGA pour les systèmes d'armes, que ce soit la DGRIS, que ce soit le CPCO pour la planification, etc., en leur disant, voilà, les scénarios de la Red Team mettent en lumière tel ou tel point, on l'a traduit en menaces militaires de telle ou telle manière, et je vous demande dans vos mécanismes de préparation de l'avenir de prendre en compte ces menaces. Donc ça, c'est la première façon dont on exploite les scénarios. Et la deuxième façon, et c'est intéressant ce que vous disiez sur les wargames, c'est qu'on réfléchit à les utiliser en wargame, et on l'a déjà fait à l'été 2021. On a joué en wargame un des scénarios de la Red Team, en rentrant plus dans des scénarios un peu tactiques, parce que les scénarios de la Red Team sont assez généralistes et donc il faut un peu aller les fouiller dans certains coins pour en tirer des choses qui, en termes de wargame, vont avoir un intérêt. Mais vous avez peut-être entendu parler d'un des grands défis pour les armées actuellement, qui est les opérations multimilieux, multichamps, c'est-à-dire au-delà de l'interarmée, comment je fais travailler ensemble un avion, un char, un bateau, comment je fais travailler un avion, un char, un bateau avec les autres milieux et champs, avec toute la guerre dans le champ cyber, avec la guerre dans l'espace, avec la guerre dans le champ informationnel, justement tous les fake news, toute la manipulation de l'information. Voilà. Comment est-ce que de tout ça, je fais un tout cohérent pour que mes opérations militaires dans tous ces milieux et champs arrivent à l'état final recherché, qui est celui qui nous est fixé. Et donc, ce prisme multimilieu, multichamp est celui spécifiquement que l'on a travaillé en Wargame à partir d'un scénario de la Red Team. Est-ce cela que vous appelez des combats de haute intensité ou c'est autre chose encore? Non, le combat de haute intensité, c'est le combat entre des adversaires symétriques. Et c'est le combat entre des armées qui, à la fois en matière technologique, mais aussi en matière de doctrine, en matière de niveau de formation des soldats, etc., les engagera l'une contre l'autre, et surtout avec une violence et une ambition politique très importante. Je vais vous prendre un exemple, c'est que on voit bien que quand pendant les 30 dernières années, on a fait beaucoup d'opérations expéditionnaires, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Mali, etc., nous n'étions pas contre des adversaires qui avaient des capacités technologiques qui pouvaient mettre à mal nos propres capacités. Si demain, et on le voit en Ukraine,
on doit intervenir contre des armées de premier rang, à la fois technologiques, mais en matière de nombre de combattants, en matière d'efforts de défense du pays tout entier, eh bien, on se retrouvera dans ce qu'on appelle un combat de haute intensité. Merci beaucoup.